Salut et bienvenue dans Ciné Story. Alors d'aucuns me diront que le titre de cette vidéo est un peu aguicheur. Soit. Admettons, mais pourtant, il n'est pas trompeur. On parlera bien ici de sexe et de drogue au cinéma, mais avant tout, de censure. Et il n'y aura toutefois pas d'images ou d'extraits choquants pour des raisons évidentes. Donc si vous êtes venu ici pour vous rincer l'œil, bienvenue. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas tout montrer au cinéma, et la censure du sexe, entre autres à l'écran, remonte d'ailleurs à la naissance même du cinéma. Parce qu'il n'était pas rare au début des années 1900 d'assister à des projections de films montrant des femmes nues qui dansaient, qui se déshabillaient, ou qui faisaient carrément du sexe. Alors on ne projetait pas ce genre de film partout, hein. Comprenez que ce n'était réservé qu'aux adultes venus rien que pour ça, dans des endroits un peu chauds. On a depuis appris à distinguer deux choses, l'érotisme et la pornographie. En fait, tous les pays disposent à l'égard du cinéma pornographique d'une législation très particulière, interdit total ou autorisation très encadrée, c'est-à-dire code spécial, salle spéciale, taxation spéciale et point de vente limité pour les vidéos. Et en même temps, l'érotisme est une composante essentielle du cinéma. À Hollywood, on a pensé pendant très longtemps qu'un film sans tension sexuelle ne marcherait pas auprès du public. Alors comment faire la différence entre les deux termes? Le sexe au cinéma, enfin dans les salles de cinéma évidemment, est soit surveillé et toléré, c'est ce qu'on appelle l'érotisme, soit interdit, c'est-à-dire la pornographie. Après, ce qu'on peut définir comme érotique ou pornographique dépend de l'époque et du pays où intervient la censure, c'est-à-dire que la limite à ne pas dépasser change d'un pays à l'autre. Par exemple, dans certains pays d'Afrique du Nord, on verra de la pornographie dans un frôlement de main, alors qu'en France, il suffit de ne rien montrer, ou très peu, pour ne pas en faire un film pornographique. Plus précisément, pas de pénétration filmée. Voilà. Les pays pratiquant la censure la plus stricte se situent en fait au Moyen-Orient et en Asie. La Chine par exemple, qui n'a pas de système de classification, on en parlera tout à l'heure, rejette tous les films contenant du sexe hors mariage, de la nudité frontale ou de longs baisers. Le film La vie d'Adèle, malgré tout ce qui a pu être dit, c'est selon la classification du Centre national du cinéma, interdit au moins de 12 ans, avec avertissement lors de sa sortie en salle. Alors oui, ça peut paraître très bizarre, mais je le répète, on ne voit pas de sexe ni de pénétration, et surtout il y a toute une histoire de prothèse. J'en ai déjà parlé dans le premier épisode sur le sexe au cinéma, que vous pouvez revoir en cliquant ici. C'est quelque part grâce à la censure que le cinéma a produit des codes de représentation, ou plutôt de non-représentation, comme la suggestion ou la métaphore par exemple. Hitchcock était très fort pour ça. Dans le film La main au collet, le feu d'artifice est facile à interpréter comme une suite d'orgasmes. Dans La mort aux trousses, Hitchcock impose l'image sexuelle finale du train qui pénètre dans le tunnel. Et avec Psychose, il devient dangereux d'aller au cinéma car c'est choquant de tuer son actrice principale au premier tiers du film. Sexe et violence sont associés dans un univers chaotique et immoral. Je vous rappelle que durant tout le film, on s'inquiète pour le tueur en série. Ouais. Est-ce que vous connaissez la loi Evin? C'est une loi qui date de 1991 et qui interdit de faire de la publicité pour l'alcool et le tabac. La censure va se faire un malin plaisir à faire disparaître la cigarette sur l'affiche de Pulp Fiction ou à purement et simplement supprimer l'affiche de Coco Chanel et la remplacer par une autre. D'ailleurs, pour l'anecdote, en 1974, l'affiche du film Les Valseuses de Bertrand Blier montre l'actrice Miu Miu les jambes en l'air, la jupe retroussée, dévoilant son sexe. Ils ont dû retoucher l'affiche sur les recommandations de la commission de contrôle qui fit ajouter un pan de robe dissimulant les parties litigieuses. Nous sommes aux États-Unis dans les années 30. L'industrie du cinéma met en place les barrières anti-érotisme voulues par l'église alors influente, mais on va y revenir. Au milieu des années 50, quand l'influence de l'église commence à baisser et que monte la concurrence de la télévision, ces barrières commencent à s'effacer, ce qui profitera entre autres et surtout à Marilyn Monroe, qui deviendra le symbole même de l'érotisme et de la sensualité. Retour comme promis aux années 30. Un certain William Hays, ancien politicien et bon catholique, rédige le fameux Code Hays, ou Motion Picture Production Code. C'est un ensemble de règles particulièrement puritaines, mais c'est aussi une vision morale qui concerne les films. Inculquer la morale, les coupables sont punis, les vertueux récompensés, l'autorité de l'église et de l'État est maintenue, l'ordre moral est surveillé par un Dieu juste et bienveillant. Des films chiants quoi. Attention tout le monde, je vais vous présenter un extrait du code. Vous êtes prêts? C'est parti. Le trafic de la drogue ne doit jamais être présenté, et je ne parle même pas de sa consommation. L'importance de l'institution du mariage et l'importance de la famille sont primordiales aux yeux des rédacteurs du code Hays. Par conséquent, l'adultère parfois nécessaire dans le contexte narratif d'un film ne doit pas être présenté explicitement ou justifié ou présenté d'une manière attrayante. Les scènes de passion ne doivent pas être présentées. Les baisers excessifs ou lascifs, les caresses sensuelles et les gestes subjectifs ne doivent pas être montrés. La présentation de chambre à coucher doit être dirigée par le bon goût et la délicatesse. Il en va de même pour la séduction et le viol qui ne peuvent être que suggérés et non montrés, et seulement lorsqu'il s'agit d'un élément essentiel du scénario. Toute référence à la perversion sexuelle est formellement interdite.
Alors on est dans les années 30, j'ose à peine imaginer ce qu'il pensait quand il disait perversion sexuelle. La traite des blanches, la vente des femmes et la prostitution ne doivent pas être représentées. La présentation de rapports sexuels entre deux personnes de couleurs différentes est tout simplement interdite. Et il en va de même pour les thèmes de l'hygiène sexuelle et des maladies vénériennes. La naissance d'un enfant, même en silhouette, ne doit jamais être représentée, et les organes sexuels d'un enfant ne doivent jamais être visibles à l'écran. L'indécence est interdite, de même que la nudité, réelle ou suggérée, et les commentaires ou allusions d'un personnage à ce sujet. Les scènes de déshabillage sont à éviter dans la mesure du possible, et les costumes trop révélateurs sont interdits. Les danses lascives, celles qui suggèrent ou représentent des relations sexuelles, sont interdites, et les danses qui comportent des mouvements indécents doivent être considérés comme obscènes. Comprenez bien que si ce code était encore en vigueur, le nombre de films que vous n'auriez jamais vus est assez impressionnant. C'est la raison pour laquelle aucun film hollywoodien de cette période ne porte sur la drogue, même si quelques légères allusions peuvent à l'occasion être glissées par-ci par-là. Par exemple par Chaplin dans Les Temps modernes, dans lequel Charlot, alors qu'il est en prison, avale et inhale accidentellement de la cocaïne dissimulée par un détenu dans une salière et devient littéralement possédé. Dans les années 50, les boycotts de la Ligue pour la Vertu ne menacent plus économiquement le succès public des films, et en 66, un code est réécrit mais peu appliqué, étant remplacé en 68 par un système de classification des films par âge. Alors on va faire deux petites parenthèses. La première sur la Ligue pour la Vertu. C'est en fait un groupe de pression créé en 1933 par les représentants de l'Église catholique aux États-Unis. Leur but était de purifier les productions cinématographiques qui semblaient exercer une mauvaise influence sur la population. Et je voulais aussi préciser un peu les choses sur le système de classification par âge. Aux États-Unis, c'est un peu différent que juste interdit aux moins de 12 ou 16 ans. Un film classé G ou tout public n'aura aucune scène de nu. Un film PG ou interdit aux moins de 12 ans peut avoir une brève apparition nue et un peu de sensualité. Un film PG-13 peut inclure de la nudité, mais elle ne doit pas être à caractère sexuel, ce type de scène étant réservé aux films classés R, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans. Et je ne parle même pas de l'usage des insultes. Une seule et unique utilisation du terme fuck équivaudra à un PG-13. Plus d'une utilisation et on tombera dans la classification R. Et ce calcul n'est pas anecdotique car ça peut faire une différence de plusieurs millions de dollars au box-office. D'ailleurs, le film X-Men Le Commencement a fait de l'utilisation de son seul et unique fuck une de ses scènes les plus marquantes. Go fuck yourself. Et ça va beaucoup plus loin que la simple censure du sexe. En fait, un autre interdit reste très présent dans le cinéma hollywoodien. Les relations amoureuses entre blancs et noirs. Celles-ci sont impossibles, voire impensables, comme dans Hancock, où super-héros noirs et blancs doivent être séparés sous peine de perdre leur pouvoir. Du coup, Hollywood mise sur les films classés R. L'idée selon laquelle le sexe se fait vendre n'est pas nouvelle. En 2009, sur les 100 plus gros succès en salle, 30 sont classés R, et attention, ce n'est pas juste du cul pour du cul. Black Swan par exemple est un film classé R montrant du sexe, mais c'est surtout un film de qualité et nommé aux Oscars, Nathalie Portman ayant même remporté celui de la meilleure actrice. Jusque dans les années 60, tous les films diabolisaient les drogues, qu'elles soient douces comme la marijuana ou dures comme la cocaïne ou l'héroïne. Mais le message va quelque peu changer. C'est en fait le mouvement hippie qui a mis la drogue à la mode. La marijuana, mais aussi et surtout le LSD, interdit en 66 sur le sol américain, mais très prisé par les amateurs de voyages psychédéliques. La plupart s'inscrivent un peu dans un registre de prévention, mais par leur philosophie libertaire et leur esthétique psychédélique, beaucoup trahissent une fascination réelle pour les psychotropes. Rien d'étonnant à ce que les films de cette époque, produits hors système, portent essentiellement sur le LSD, la drogue à la mode, comme en témoigne The Trip ou Psych Out. Et je vous confirme que les affiches reflètent à 100% les films que je ne pouvais vraiment pas vous montrer. Cette perception fun de la drogue est devenue plus rare de nos jours, même si on la retrouve occasionnellement dans quelques films hollywoodiens. C'est le cas par exemple dans le film Le Loup de Wall Street, où la drogue n'est pas franchement, sauf cas extrême, considérée comme quelque chose de mal, même si le but du film n'est pas de glorifier ses comportements. Il en va de même pour Very Bad Trip, où les événements que vont vivre les personnages découlent directement d'une prise de drogue à leur insu, ce qui n'enlève rien au discours libertaire du film. D'ailleurs c'est marrant, ce film est classé R aux États-Unis, mais tout public en France. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, outre le code Hays qui au final n'agit que sur une dizaine d'années, la censure n'a pas vraiment d'effet sur la drogue. Mis à part peut-être encore dans quelques pays du Moyen-Orient et un film de Bollywood censuré récemment par le parti de la droite indienne, je n'ai trouvé aucun film interdit parce que c'en était le thème principal. C'est plus une affaire de morale qui incite les réalisateurs, selon les époques, à modérer ou pas leurs propos. Et c'est ce qu'on appelle de l'autocensure. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez m'aider à développer cette chaîne, n'oubliez pas le pouce vers le haut et surtout, partagez cette vidéo, c'est très important. Allez, j'y vais. Bisous.